Nous avions décidé de rendre visite à notre famille ce week-end-là. À notre arrivée, ma sœur s'est précipitée pour prendre mon bébé de mes bras en disant « Laisse-moi la tenir un moment ». Alors que nous étions tous assis à table quelques minutes plus tard, je me suis levée car il était temps de la nourrir. J'ai donc commencé à la chercher. Et à mon grand choc, quand j'ai vu ma sœur, j'ai hurlé. Ma sœur essayait de mettre le bébé dans le sèche-linge, en disant « Ne t'inquiète pas, c'est sans danger ». Elle était toute mouillée, alors j'ai décidé de la mettre là-dedans. J'ai instantanément essayé de me précipiter vers ma fille, mais ma mère m'a bloqué en disant « Calme-toi. Elle la sèche, c'est tout. » Papa a ajouté « Arrête de faire une scène pour rien. » Mes parents ont commencé à réconforter ma sœur, disant « Chérie, ne t'inquiète pas. Tu n'as rien fait de mal », pendant que mon mari essayait d'ouvrir la porte du sèche-linge qu'elle avait verrouillée. J'ai perdu la tête à ce moment-là et j'ai appelé le 911. Ce qui est arrivé à ma fille nous a anéantis, mais ce que je leur ai fait les a laissés terrorisés. J'ai écrit cette histoire probablement une centaine de fois dans ma tête au cours des 3 dernières années. Chaque version est différente. Certains soirs, je la raconte avec une rage qui brûle à travers chaque mot, et d'autres soirs, je suis si engourdie qu'elle se lit comme un rapport de police. Ce soir, je vais essayer de l'écrire clairement du début à la fin. Parce que l'audience finale du tribunal a eu lieu hier, et pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, je peux enfin dire que justice a été rendue. Mon nom n'a pas d'importance pour cette histoire. Ce qui compte, c'est que j'ai 34 ans. Je suis mariée à mon mari, Derek, depuis 7 ans. Et il y a 3 ans, nous avons eu notre premier et unique enfant ensemble. Nous l'avons appelée Rosalie, en l'honneur de ma grand-mère paternelle, décédée quand j'avais 17 ans. Elle était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. 10 doigts, 10 orteils, une tête pleine de cheveux sombres comme son papa, et ses immenses yeux noisettes qui semblaient tout absorber autour d'elle avec une telle curiosité. Derek et moi avions lutté pour concevoir pendant près de 4 ans avant l'arrivée de Rosalie. Nous avions fait 3 cycles de FIV, dépensé près de $60 000 et enduré plus de chagrin que je ne saurais le décrire ici. Quand elle est finalement arrivée, en bonne santé et hurlant à plein poumon, j'ai sincèrement cru que toute la douleur en avait valu la peine. Je me souviens de la tenir dans mon lit d'hôpital pendant que Derek était assis à côté de moi, les larmes coulant sur son visage, et j'ai pensé que plus rien ne pourrait jamais me blesser parce que je l'avais. Je devrais expliquer ma situation familiale avant de continuer. Ma sœur aînée, Gwendaline, surnommée Gwen, a 38 ans. En grandissant, nous n'avons jamais été particulièrement proches. Il y a un écart de 4 ans entre nous, ce qui semblait énorme quand nous étions enfants, et au moment où j'étais assez grande pour vraiment vouloir un lien sororal, elle s'éloignait déjà. Gwen avait toujours été ce que mes parents appelaient « spécial ». Elle était sujette à d'intenses sautes d'humeur, des accès de paranoïa et des épisodes où elle se persuadait de choses qui n'étaient pas vraies. Mes parents, Lorraine et Thomas, ont refusé de la faire évaluer correctement pendant notre enfance. Ils appartenaient à une génération qui considérait le traitement de la santé mentale comme quelque chose de honteux, quelque chose qui arrivait aux autres familles. Chaque fois que Gwen avait un épisode, ils attendaient simplement que ça passe. Ils trouvaient des excuses pour son comportement, couvraient les conséquences et prétendaient que tout allait bien. Le message que j'ai reçu haut et fort tout au long de mon enfance était que protéger Gwen était plus important que tout, y compris ma propre sécurité ou mon bien-être. Il y a eu un incident quand j'avais 12 ans que je n'ai jamais oublié. Gwen s'était convaincue que je la volais, ce qui était absolument faux. Elle m'a coincé dans notre salle de bain commune et a pressé un fer à friser contre mon bras jusqu'à ce que j'avoue avoir pris $20 dans son sac à main. J'ai encore la cicatrice juste en dessous de mon coude gauche, un ovale pâle qui me rappelle qui est vraiment ma sœur. Quand mes parents ont vu la brûlure, ma mère m'a fait dire à quiconque posait la question que je me l'étais faite par accident. Mon père m'a assise et m'a expliqué que Gwen traversait une période difficile et que je devais être plus compréhensive. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de nos vies. Gwen a abandonné l'université après 2 semestres parce qu'elle a accusé sa colocataire d'empoisonner sa nourriture. Elle a enchaîné les emplois, ne durant jamais plus de 6 mois avant qu'un conflit n'éclate. Elle a eu 2 relations que je connaisse, qui se sont toutes 2 terminées par des ordonnances restrictives déposées contre elle par les hommes concernés.
Malgré tout cela, mes parents ont continué à la soutenir et à la protéger, et on attendait de moi que je joue le jeu de cette mascarade. Quand Derek et moi nous sommes mariés, j'ai essayé de fixer des limites. Nous avons quitté notre ville natale en Ohio pour Chicago, en Illinois. En partie parce que Derek y a eu une offre d'emploi et en partie parce que j'avais besoin de mettre de la distance entre moi et ma famille. Pendant quelques années, les choses ont été paisibles. Nous rendions visite pour les grandes fêtes et endurions des dîners gênants où mes parents nous mettaient au courant de la dernière crise de Gwen pendant qu'elle était assise silencieusement à table, observant tout le monde avec ses yeux sombres et troublants. Après la naissance de Rosalie, ma mère a commencé à nous presser de venir plus souvent. Elle était désespérée d'être grand-mère, disait-elle, et ce n'était pas juste que nous gardions sa seule petite fille si loin. Derek était réticent, mais je me sentais coupable. Malgré tout, une partie de moi désirait encore l'approbation de mes parents. Je voulais qu'ils voient la belle vie que j'avais construite, la famille que j'avais créée à travers tant de luttes et de sacrifices. Alors, quand Rosalie a eu 4 mois, j'ai accepté de descendre pour une visite d'un week-end. Le trajet lui-même s'est déroulé sans incident. Rosalie a dormi pendant la majeure partie des 5 heures de route, ne se réveillant que 2 fois pour être nourrie. Derek et moi avons parlé de nos projets pour son premier Noël, débattu de l'opportunité de prendre un chien et écouté un podcast sur les crimes réels qui nous obsédaient tous les deux. Tout semblait si normal, si paisible. Je n'avais aucune idée que tout était sur le point de changer. Nous sommes arrivés dans l'allée de mes parents un samedi après-midi de début octobre. Les feuilles commençaient à peine à changer de couleur, et je me souviens avoir pensé à quel point la vieille maison était pittoresque avec son érable rouge dans le jardin de devant, laissant tomber des feuilles pourpres sur la pelouse. Ma mère est sortie en courant avant même que nous nous soyons garés, les bras tendus, appelant déjà sa petite fille. Derek a sorti le siège auto de l'arrière pendant que je rassemblais nos sacs. Nous avons marché ensemble jusqu'à la porte d'entrée, et c'est là que Gwen est apparue. Elle vivait de nouveau chez mes parents après que sa dernière situation d'appartement se soit effondrée, une chose que je savais mais à laquelle j'essayais de ne pas penser. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue, plus mince et les yeux plus creux, ses cheveux sombres tirés en une queue de cheval sévère qui accentuait les angles vifs de son visage. Dès que nous sommes entrés, Gwen s'est précipitée vers moi, les bras tendus. « Laisse-moi la tenir un moment », a-t-elle dit, tendant déjà les bras vers Rosalie avant que je puisse réagir. Quelque chose dans son énergie me semblait anormal, maniaque et trop intense, mais ma mère se tenait juste là, rayonnante, et je ne voulais pas faire de scène avant même que nous ayons enlevé nos manteaux. J'ai tendu Rosalie, regardant Gwen la bercer maladroitement. Elle n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour les bébés auparavant. Elle n'avait jamais posé de questions sur ma grossesse ni commenté les photos que j'avais partagées. Mais maintenant, elle regardait Rosalie avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quelque chose entre la fascination et la faim. Nous sommes passés au salon et ma mère s'est immédiatement lancée dans les préparatifs du dîner. J'ai fait un rôti, a-t-elle annoncé, avec ces petites pommes de terre que tu as toujours aimées quand tu étais enfant. Mon père est sorti de son bureau pour serrer la main de Derek et parler de football. Tout semblait si agressivement normal que je me suis presque convaincue que j'étais paranoïaque à propos de Gwen. 20 minutes se sont écoulées. Je sirotais un verre d'eau, répondant aux questions de ma mère sur Portland, quand j'ai soudain réalisé que je n'entendais plus Rosalie. Elle avait fait de petits bruits plus tôt, les doux gazouillis et gargouillis que font les bébés de 4 mois quand ils sont contents. Mais maintenant, c'était le silence. Je me suis levée, mon rythme cardiaque s'accélérant déjà. « Où est Gwen ?» ai-je demandé, balayant la pièce du regard. Aucun de mes parents ne semblait inquiet. Ma mère a fait un geste vague vers l'arrière de la maison. Elle a probablement emmené le bébé lui montrer le jardin, a-t-elle dit. Gwen a beaucoup travaillé là-bas ces derniers temps. Mais c'était en octobre et il commençait déjà à faire nuit. Derek a croisé mon regard et s'est levé aussi, et ensemble nous avons marché vers l'arrière de la maison où se trouvait la buanderie de mes parents. La porte était entr'ouverte et, à travers l'interstice, je pouvais voir la lueur d'un éclairage fluorescent. Ce que j'ai vu en poussant cette porte restera gravé dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Gwen était accroupie devant le sèche-linge, et Rosalie était à l'intérieur.
Mon bébé était dans le sèche-linge, la main de Gwen était sur la porte et la machine était en marche. J'ai hurlé. Le son qui est sorti de moi ne semblait pas humain. Derek s'est jeté en avant et a attrapé la porte du sèche-linge, tirant dessus désespérément. Mais Gwen avait fait quelque chose à la serrure. Elle s'est tournée pour me regarder avec une expression de calme complet, presque de sérénité, et a dit « Ne t'inquiète pas, c'est sans danger ». Elle était toute mouillée, alors j'ai décidé de la mettre là-dedans. J'ai essayé de la bousculer, d'atteindre ma fille, mais soudain ma mère était là. Lorraine était apparue derrière moi et m'avait attrapé les bras, me retenant physiquement pendant que mon bébé tournoyait dans cette machine. « Calme-toi », a-t-elle dit, sa voix étrangement stable. Elle la sèche, c'est tout. La voix de mon père est venue de quelque part derrière nous. Arrête de faire une scène pour rien. Derek se débattait toujours avec la porte du sèche-linge, ses doigts saignant là où il se les était déchirés sur les bords métalliques. À un moment donné avant notre arrivée, Gwen avait coincé quelque chose dans le mécanisme de la porte. Nous avons appris plus tard que c'était un tournevis coincé dans l'assemblage du loquet, une modification qui suggérait que ce n'était pas un épisode psychotique spontané, mais quelque chose qu'elle avait planifié. Elle le regardait avec la même expression sereine. Et mes parents la réconfortaient, lui disant qu'elle n'avait rien fait de mal pendant que ma fille était torturée à l'intérieur de cette machine. Je me suis libérée de l'emprise de ma mère et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine composer le numéro, mais j'ai réussi à appeler le 911. Je me souviens avoir hurlé l'adresse au téléphone, hurlé que ma sœur avait mis mon bébé dans le sèche-linge, hurlé pour qu'ils envoient quelqu'un immédiatement. Derek a finalement réussi à briser le mécanisme de la porte. Il a arraché la porte du sèche-linge et a sorti Rosalie, et elle était si immobile. Son petit corps était mou et chaud au toucher, couvert de marques rouges et violentes là où le tambour métallique chauffé avait brûlé sa peau délicate. Elle ne pleurait pas. Elle ne faisait aucun son. Les heures suivantes existent dans ma mémoire comme une série de fragments. L'arrivée de l'ambulance, les lumières rouges et bleues peignant les murs de la maison de mon enfance avec des couleurs qui semblaient trop vives, trop agressives pour la rue de banlieue tranquille. Les ambulanciers prenant Rosalie des bras de Derek alors qu'il se tenait là, le sang de ses ongles arrachés dégoulinant sur le sol impeccable de la cuisine de ma mère. Les policiers remplissant la maison de mes parents, leur radio crépitant de statique et de codes que je ne comprenais pas. Ma mère pleurant et insistant sur le fait qu'il y avait eu un malentendu, utilisant réellement ces mots comme si ce qui s'était passé pouvait être classé comme autre chose qu'une tentative de meurtre. Gwen menottée et conduite à une voiture de police, portant toujours cette expression de calme détaché qui me hante encore aujourd'hui. Je suis montée dans l'ambulance avec Rosalie pendant que Derek suivait dans notre voiture. L'ambulancier qui s'occupait de ma fille n'arrêtait pas de me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Prenait-elle des médicaments? Avait-elle des allergies? Depuis combien de temps était-elle dans le sèche-linge? Cette dernière question a brisé quelque chose en moi. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps mon bébé avait tournoyé dans ce tambour métallique chauffé parce que j'étais assise dans le salon à boire de l'eau et à parler de rôti comme si tout était normal. La culpabilité de cette prise de conscience ne s'est pas estompée en 3 ans. Je ne pense pas qu'elle le fera jamais. À l'hôpital, ils ont emmené Rosalie d'urgence dans une salle de traumatologie et m'ont fait attendre dans une pièce au néon qui bourdonnait à une fréquence conçue pour rendre les gens fous. Derek est arrivé 20 minutes plus tard, les mains enveloppées dans de la gaze déjà tachée de sang. Il s'est assis à côté de moi sans parler et a pris ma main dans la sienne bandée, et nous sommes restés comme ça pendant ce qui a semblé des heures. Une assistante sociale est venue nous parler finalement. C'était une femme d'une 50aine d'années au visage bienveillant qui s'est présentée comme Margaret et a expliqué que, comme la blessure impliquait un mineur, il y aurait une enquête. Elle m'a demandé de lui raconter ce qui s'était passé, et je lui ai tout dit, l'histoire avec Gwen, les décennies de complaisance de mes parents, la façon dont ma mère m'avait physiquement retenue. Margaret a pris des notes sans montrer aucune émotion. Mais quand j'ai fini, elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect dans les yeux. « Vous avez bien fait d'appeler le 911, a-t-elle dit. Beaucoup de gens dans votre situation auraient été trop choqués pour réagir aussi vite. Votre vivacité d'esprit a peut-être sauvé la vie de votre fille.
Ces mots auraient dû être réconfortants, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que je n'aurais jamais dû confier Rosalie en premier lieu. J'avais su que quelque chose n'allait pas avec l'énergie de Gwen. J'avais ressenti ce picotement d'inquiétude quand elle avait tendu ses deux mains avides vers mon bébé. Mais j'avais ignoré mes instincts parce que je ne voulais pas créer de malaise, parce que j'avais été conditionnée toute ma vie à minimiser le comportement de Gwen et à maintenir la paix. Un détective de la police est venu prendre ma déposition vers minuit. Il s'appelait Marcus Webb et il avait la patience lasse de quelqu'un qui avait vu trop de choses terribles pour être encore choqué par quoi que ce soit. Je lui ai raconté la même histoire qu'à Margaret, ajoutant des détails sur les abus que j'avais subis dans mon enfance et le schéma de comportement que mes parents avaient toujours excusé. Le détective Webb m'a demandé si j'avais des documents sur les incidents passés. Je lui ai parlé de la cicatrice de brûlure sur mon bras, je la lui ai montrée sous la lumière crue de l'hôpital. Il l'a photographiée et m'a demandé si j'étais prête à l'inclure dans ma déposition. J'ai dit oui sans hésitation. Pour la première fois en plus de 20 ans, cette cicatrice ressemblait à une preuve plutôt qu'à quelque chose dont il fallait avoir honte. Vos parents, a-t-il dit prudemment. Ils vous ont physiquement empêché d'atteindre votre fille. Ma mère l'a fait. Elle m'a attrapé les bras et m'a retenu. Mon père m'a dit d'arrêter de faire une scène. Le détective Webb a pris une note. Nous les interrogerons également. D'après ce que vous m'avez dit, il pourrait y avoir des motifs d'accusation au-delà de votre sœur. J'ai senti une lueur de ce qui aurait pu être de l'espoir. Toute ma vie, mes parents avaient agi comme s'ils étaient intouchables, comme si leur respectabilité et leur statut dans la communauté les immunisaient contre les conséquences. L'idée qu'ils puissent réellement être tenus pour responsables me semblait presque trop belle pour être vraie. Derek et moi n'avons pas été autorisés à voir Rosalie avant près de 4 heures du matin. À ce moment-là, elle avait été stabilisée et transférée à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Le médecin qui nous a informés était une jeune femme aux yeux fatigués qui a expliqué l'étendue des blessures de ma fille en termes cliniques qui ne pouvaient pas tout à fait masquer l'horreur de ce qui lui avait été fait. Des brûlures couvrant 20% de la surface de son corps, concentrées sur son dos, ses épaules et l'arrière de ses bras où elle avait été pressée contre le tambour chauffé. Des tensions musculaires et des lésions des tissus mous au cou dues au mouvement de culbutage. Une température corporelle élevée qui avait été abaissée avec des mesures de refroidissement. De possibles contusions internes qui devraient être surveillées. Elle va avoir besoin d'une intervention chirurgicale, a dit le médecin. Des greffes de peau très probablement. Nous en saurons plus dans les prochains jours en évaluant la guérison des brûlures. J'ai demandé si je pouvais la tenir. Le médecin a hésité, puis a brièvement hoché la tête. Elle est sous sédatif en ce moment, donc elle ne saura pas que vous êtes là, mais parfois les parents ont autant besoin du contact que les enfants. Elle nous a conduits aux soins intensifs, devant des rangées de lits contenant de petits corps branchés à des machines qui bipaient. Rosalie était dans une unité d'angle, allongée sur le ventre, le dos exposé et recouvert d'une sorte de pansement médical. Elle avait l'air si petite, si fragile, comme une poupée cassée que quelqu'un aurait essayé de recoller. Je me suis tenue à côté de son lit et j'ai touché sa joue avec un doigt. Sa peau était chaude, plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être. Et pendant un terrible instant, j'étais de retour dans cette buanderie, regardant le sèche-linge tourner avec mon bébé à l'intérieur. Derek a mis son bras autour de moi et m'a tenue pendant que je pleurais, des larmes silencieuses qui tombaient sur la couverture de l'hôpital sans faire de bruit. Nous sommes restés avec Rosalie jusqu'à ce que les infirmières nous suggèrent gentiment d'essayer de nous reposer. Derek voulait trouver un hôtel à proximité, mais je ne supportais pas l'idée de la laisser seule, alors nous avons fini par dormir dans la salle d'attente sur des chaises en plastique qui semblaient conçues pour empêcher tout confort. J'ai somnolé par intermittence, me réveillant toutes les quelques minutes, convaincu d'entendre le sèche-linge tourner quelque part au loin. Le lendemain matin a apporté d'autres interrogatoires de police et l'arrivée d'une avocate des victimes assignée à notre cas. Elle s'appelait Courtney et elle nous a expliqué à quoi nous attendre dans les semaines à venir, l'enquête, les charges potentielles, la probabilité d'un procès. Elle nous a également mis en contact avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes, expliquant que ce que nous avions vécu aurait des effets psychologiques durables que nous ne devrions pas essayer de gérer seuls. Mes parents ont essayé de venir à l'hôpital ce premier jour.
Je l'ai appris par le gardien de sécurité qui les a arrêtés à l'entrée de l'aile pédiatrique. Apparemment, ma mère avait fait une scène dans le hall, exigeant de voir sa petite fille et insistant sur le fait qu'elle avait des droits en tant que famille. Le gardien m'a dit qu'ils avaient été escortés dehors et informés que s'ils revenaient, ils seraient arrêtés pour violation de propriété. Je n'ai rien ressenti en entendant cela. Aucune satisfaction, aucune justification, juste un vide creux là où se trouvaient autrefois mes sentiments pour mes parents. Ils avaient choisi Gwen plutôt que Rosalie, avaient choisi de réconforter la personne qui avait blessé mon enfant plutôt que d'aider à la sauver. Quelle que soit la relation que nous avions auparavant, elle avait disparu, incinérée dans ce sèche-linge avec la peau intacte de ma fille. 3 jours après l'incident, le bureau du procureur a déposé des accusations contre Gwen, tentative de meurtre au premier degré, maltraitance infantile aggravée, mise en danger criminel d'un mineur. Les accusations contre mes parents ont mis plus de temps à se matérialiser. Obstruction à la justice et interférence avec les services d'urgence, 2 délits qui semblaient terriblement inadéquats pour ce qu'ils avaient fait. C'est ce que j'ai dit au détective Webb quand il m'a appelé pour me tenir au courant de l'affaire. Il a soupiré, le son portant des décennies de frustration avec un système juridique qui échouait souvent à rendre une véritable justice. Le problème est de prouver l'intention, a-t-il expliqué. Votre mère peut prétendre qu'elle était en état de choc? Qu'elle croyait sincèrement que votre sœur ne faisait rien de dangereux. Votre père peut dire qu'il essayait de calmer la situation. Sans preuve qu'il savait que votre fille était en danger immédiat et qu'ils vous ont délibérément empêché de l'aider. Les accusations plus graves ne tiendront pas. Elle était dans un sèche-linge en marche, ai-je dit, ma voix plate. Comment pourrait-il prétendre qu'il ne savait pas que c'était dangereux? Leur avocat soutiendra qu'il faisait confiance au jugement de votre sœur, qu'il n'avait aucune raison de croire qu'elle ferait du mal au bébé. Il ne s'agit pas de ce qui est logique. Il s'agit de ce qui peut être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Cette conversation m'a appris quelque chose d'important sur le système judiciaire. Il n'était pas conçu pour guérir les victimes ou punir adéquatement les malfaiteurs. C'était un processus bureaucratique qui avançait à son propre rythme selon ses propres règles, et s'attendre à ce qu'il offre le genre de châtiment que ma famille méritait, c'était s'exposer à la déception. Alors, j'ai commencé à planifier ma propre forme de justice. Pas de violence. Je ne suis pas ce genre de personne. Et de toute façon, blesser physiquement mes parents ne ferait que leur donner des munitions à utiliser contre moi. Ce que je voulais, c'était quelque chose de plus durable. Je voulais détruire l'image soigneusement construite qu'ils avaient passé leur vie à bâtir. Je voulais que tous ceux qui les avaient jamais admirés, respectés ou leur avaient fait confiance sachent exactement quel genre de personnes ils étaient vraiment. Rosalie a été transportée à l'hôpital le plus proche, puis héliportée vers un centre de traumatologie à Columbus. Elle avait des brûlures profondes au 2e et 3e degré sur 20% de son corps. Elle avait des blessures internes dues au mouvement de culbutage du tambour. Elle avait une légère hypothermie due à l'exposition à la chaleur. Les médecins nous ont dit qu'elle avait de la chance d'être en vie et je voulais leur crier que la chance n'avait rien à voir là-dedans. Que mon mari s'était déchiré les mains pour ouvrir cette machine. Ma fille a passé 10 semaines à l'hôpital. Elle a nécessité des greffes de peau sur le dos et les épaules. Elle a dû suivre une thérapie physique pour retrouver la mobilité de son cou, qui avait été tordu pendant le culbutage. Les dommages psychologiques ne pouvaient pas être quantifiés, mais les spécialistes nous ont avertis que même si elle était trop jeune pour se souvenir consciemment du traumatisme, cela pourrait encore affecter son développement de manière imprévisible. Pendant ces 10 semaines, j'ai appris ce que ma famille pensait vraiment de moi et de mon enfant. Mes parents ont engagé un avocat pour Gwen presque immédiatement. Pas n'importe quel avocat, un avocat de la défense de haut vol spécialisé dans les cas de compétences mentales. Ils ont commencé à construire un récit dans lequel Gwen était la victime, une femme troublée qui avait eu une crise psychotique et ne pouvait être tenue responsable de ses actes. Ils ne sont jamais venus une seule fois à l'hôpital pour voir Rosalie. Ils n'ont jamais appelé pour prendre de ses nouvelles. La seule communication que j'ai reçue d'eux était une lettre de leur avocat exigeant que j'abandonne les poursuites pénales et que j'évite de faire des déclarations publiques sur l'incident. Je n'ai pas abandonné les poursuites. Au lieu de cela,
j'ai contacté ma propre avocate, une femme nommée Patricia CERS, spécialisée dans la défense des victimes. Patricia m'a aidé à comprendre mes options et m'a guidé à travers le processus de justice pénale. Elle m'a également aidé à intenter une action civile contre Gwen et mes parents pour les dommages subis par ma fille. Les mois qui ont suivi l'hospitalisation de Rosalie ont été les plus sombres de ma vie. Derek a dû retourner au travail finalement. Nous ne pouvions pas nous permettre qu'il prenne un congé sans solde indéfiniment, alors je suis devenue la principale soignante pendant sa convalescence. J'ai appris à changer les pansements de brûlures sans broncher, à administrer des analgésiques selon un horaire précis, à faire les exercices de physiothérapie qui aideraient à restaurer la mobilité de son cou et de ses épaules. J'ai aussi appris ce que c'était que d'être complètement seule. Mes parents avaient été ma seule famille à part Derek, et maintenant ils n'étaient plus là. Je n'avais pas de frères et sœurs en qui je pouvais avoir confiance, pas d'oncle ou de tante qui auraient pu prendre mon parti, pas de grand-mère pour offrir sagesse et réconfort. Les amis que j'avais en grandissant en Ohio s'étaient depuis longtemps éloignés. Et ce que je m'étais fait à Chicago était trop récent pour que je puisse m'appuyer sur eux pour quelque chose d'aussi lourd. L'isolement m'a mise en colère d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. La colère est devenue ma compagne constante. Un feu qui couvait et qui m'alimentait à travers les interminables rendez-vous chez le médecin et les nuits blanches. Je restais éveillée à 3 heures du matin dans la salle familiale de l'hôpital qu'il nous avait laissé utiliser, Rosalie enfin endormie dans son lit médicalisé au bout du couloir, et je fantasmais sur toutes les façons dont je pourrais faire payer ma famille pour ce qu'ils avaient fait. Patricia CERS est entrée dans ma vie pendant la 4e semaine d'hospitalisation de Rosalie. Elle m'a été recommandée par Courtney, l'avocate des victimes, qui a reconnu que j'avais besoin de quelqu'un dans mon camp qui pouvait se battre aussi salement que les avocats coûteux de mes parents. Patricia avait la soixantaine, les cheveux argentés et des yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Elle avait passé toute sa carrière à représenter les victimes de violences domestiques et d'abus familiaux. Et quand je lui ai raconté mon histoire, elle n'a pas bronché, n'a pas exprimé de choc ni offert de platitude vide. J'ai déjà vu ce schéma, a-t-elle dit lors de notre première rencontre. L'enfant en or qui ne peut rien faire de mal. Le bouc émissaire qui est censé absorber tout le dysfonctionnement. Les parents qui sacrifieront n'importe quoi pour maintenir l'illusion d'une famille parfaite. Habituellement. Cela n'escalade pas à quelque chose d'aussi extrême. Mais la dynamique sous-jacente est toujours la même. Avoir quelqu'un qui nommait ce que j'avais vécu si précisément a été comme une révélation. J'avais passé tant d'années à remettre en question mes propres perceptions, me demandant si j'étais trop sensible ou injuste envers ma famille. L'évaluation pragmatique de Patricia a validé des décennies de doutes refoulés. Elle m'a également aidé à comprendre mes options juridiques plus en profondeur que Courtney ou le détective Webb n'avaient pu le faire. Au-delà de l'affaire pénale, qui était traitée par le bureau du procureur, je pouvais poursuivre des recours civils. Je pouvais poursuivre Gwen pour dommages et intérêts, bien qu'elle n'ait aucun bien, donc tout jugement serait largement symbolique. Plus important encore, je pouvais poursuivre mes parents. Ils ont de l'argent, a observé Patricia, en examinant les informations de base que j'avais fournies. La pension de votre père, l'héritage de votre mère de ses parents, la valeur nette de leur maison. Si nous pouvons établir que leur négligence a contribué aux blessures de votre fille, nous pouvons les faire payer. Littéralement. La poursuite civile a pris forme au cours des mois suivants, tandis que l'affaire pénale suivait son cours à travers les audiences préliminaires et l'émotion. Patricia a travaillé avec moi pour documenter chaque cas de comportement de complaisance dont je pouvais me souvenir, construisant une chronologie de l'instabilité de Gwen et de l'échec de mes parents à y remédier. Nous avons retrouvé d'anciens dossiers médicaux montrant qu'il avait été recommandé que Gwen subisse une évaluation psychiatrique à plusieurs reprises à l'adolescence, recommandation que mes parents avaient ignorée. Nous avons trouvé les rapports de police des ordonnances restrictives déposées par ses ex-petits amis, des ordonnances qui avaient été accordées parce que les juges avaient trouvé des preuves crédibles que Gwen représentait une menace. Pendant ce temps, je regardais ma fille commencer lentement à guérir. Rosalie a eu sa première greffe de peau 6 semaines après l'incident, et je suis restée assise dans la salle d'attente chirurgicale pendant 4 heures, incapable de lire, de regarder la télévision ou de faire autre chose que de prier un Dieu en qui je n'étais pas sûre de croire.
L'opération a été un succès, a dit le médecin, bien qu'elle aurait besoin d'au moins une autre procédure en grandissant, à mesure que la peau greffée s'étirerait. Nous avons finalement pu la ramener à la maison 2 mois et demi après ce week-end d'octobre. Notre appartement à Chicago ne nous avait jamais semblé aussi accueillant que le jour où nous l'avons franchi la porte avec elle. Derek avait décoré sa chambre avec une nouvelle literie et un mobile, essayant de créer un nouvel espace qui ne contenait aucun souvenir de ce qui s'était passé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, le regardant l'installer dans son berceau, et pour la première fois depuis l'incident, je me suis permis de ressentir autre chose que de la rage. De l'espoir, fragile et timide, mais présent néanmoins. L'affaire pénale a mis 18 mois à passer devant les tribunaux. L'équipe de défense de Gwen a insisté pour une défense d'aliénation mentale, affirmant qu'elle avait connu un épisode psychotique et croyait sincèrement qu'elle aidait le bébé. Ils ont fait venir des psychiatres qui ont témoigné de sa longue histoire de problèmes de santé mentale, les mêmes problèmes que mes parents avaient passé des décennies à refuser d'aborder. Mais l'accusation avait aussi des preuves. Ils avaient des messages textes entre Gwen et son unique amie, une femme nommée Diane, dans lesquels Gwen avait exprimé du ressentiment envers moi pour avoir eu un bébé. Elle se croit si spéciale maintenant, disait un message. Comme si son stupide gamin était meilleur que celui de n'importe qui d'autre. Quelqu'un devrait la faire descendre de son piédestal. Ils avaient des témoignages de voisins qui avaient entendu Gwen dire que je l'avais abandonnée en déménageant. Ils avaient mon propre témoignage sur les abus que j'avais subis de sa part dans mon enfance, la cicatrice de brûlure que je portais depuis plus de 2 décennies. Le jury a déclaré Gwen coupable de tentative de meurtre et de maltraitance infantile aggravée. Elle a été condamnée à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Lorsque le verdict a été lu, elle a finalement montré de l'émotion pour la première fois depuis l'incident, criant que j'avais ruiné sa vie et qu'elle espérait que Rosalie grandirait en me détestant. L'affaire civile a été réglée à l'amiable. Mes parents, désespérés d'éviter la publicité d'un procès, ont accepté de payer 1,2 million de dollars de dommages et intérêts. L'argent a été placé dans un fonds en fiducie pour les futurs soins médicaux et la thérapie de Rosalie. Je n'ai tiré aucune satisfaction personnelle de cet accord. Aucune somme d'argent ne pouvait défaire ce qui avait été fait. Mais Patricia m'a assuré que les frappés au portefeuille étaient le seul langage que des gens comme mes parents comprenaient. Mais la victoire juridique ne me suffisait pas. J'avais besoin que mes parents fassent face à de réelles conséquences pour leur rôle dans ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas seulement été complices de Gwen ce jour-là. Ils m'avaient physiquement empêché de sauver mon propre enfant. Ils m'avaient dit de me calmer pendant que mon bébé était blessé. Ils avaient passé des décennies à couvrir le comportement dangereux de Gwen au lieu de lui obtenir l'aide dont elle avait besoin. Et leur négligence avait failli coûter la vie à Rosalie. 6 mois après le règlement civil, j'ai donné une interview à un journal régional. J'ai raconté toute l'histoire, y compris des détails sur le comportement de mes parents qui n'avaient pas été révélés lors du procès pénal. L'article est devenu viral. Il a été repris par les médias nationaux et partagé des millions de fois sur les réseaux sociaux. Mes parents, qui avaient réussi à garder leur nom pour la plupart en dehors des procédures pénales en se distançant de la défense de Gwen, se sont soudainement retrouvés publiquement identifiés comme les personnes qui avaient retenu la mère pendant que son bébé était blessé. Mon père a perdu son poste au conseil d'administration de la caisse de crédit locale où il avait travaillé pendant 30 ans. Ma mère a été priée de démissionner de son rôle de direction dans leur église, la même église où elle avait chanté dans la chorale tous les dimanches depuis avant ma naissance. Leurs amis ont cessé d'appeler. Leurs voisins ont cessé de leur faire signe. Ils sont devenus des parias dans la communauté où ils vivaient depuis 4 décennies. Me suis-je senti coupable d'avoir détruit leur statut social ? J'ai examiné la question attentivement, comme Patricia m'avait appris à considérer mes propres motivations tout au long du processus judiciaire. J'ai pensé à la jeune fille de 12 ans avec une brûlure de fer à friser sur le bras à qui on avait dit de mentir sur la façon dont elle l'avait eue. J'ai pensé aux décennies d'excuses, aux fois où on m'avait fait sentir folle de reconnaître que quelque chose n'allait pas avec ma sœur. J'ai pensé aux mains de ma mère sur mes bras, me retenant pendant que mon bébé souffrait. Mais j'ai aussi pensé aux semaines et aux mois qui ont suivi la publication de l'article, lorsque ma boîte de réception s'est remplie de messages d'inconnus qui avaient lu mon histoire.
Certains étaient encourageants, offrant des mots de soutien et partageant leurs propres expériences avec des dynamiques familiales toxiques. D'autres étaient cruels, m'accusant d'exploiter le traumatisme de ma fille pour attirer l'attention ou suggérant que j'avais dû faire quelque chose pour provoquer le comportement de ma sœur. Les messages les plus cruels venaient de personnes qui avaient connu ma famille en grandissant. D'anciens voisins, des membres de l'église de mes parents, de vieux amis de la famille qui se souvenaient de moi comme d'une enfant calme et sans histoire. Ils m'accusaient de mentir, d'exagérer, d'être jalouse de la relation spéciale de Gwen avec nos parents. Une femme, Madame Caldwell, qui avait vécu à 3 portes de chez nous pendant toute mon enfance, m'a envoyé une lettre de 3 pages expliquant que Lorraine et Thomas étaient de bonnes personnes qui avaient toujours fait de leur mieux dans une situation difficile. Et que déballer les affaires de famille en public était une trahison de tout ce que les familles décentes représentaient. J'ai lu cette lettre assise à ma table de cuisine pendant que Rosalie faisait la sieste dans la pièce voisine. Derek m'a trouvée toujours assise là 1 heure plus tard, les pages froissées dans mon poing, les larmes coulant sur mon visage. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il avait vu assez de messages à ce moment-là pour comprendre. Il m'a simplement prise dans ses bras et m'a tenue pendant que je pleurais la frustration d'être mise en doute par des gens qui auraient dû voir ce qui se passait depuis le début. Ils ont choisi de ne pas voir, a dit doucement Derek. Il est plus facile de croire que tes parents faisaient de leur mieux que d'admettre qu'ils ont vu un enfant être maltraité et n'ont rien fait. S'ils reconnaissent ce qui t'est arrivé, ils doivent reconnaître leur propre échec à intervenir. Mon mari avait toujours été perspicace, mais cette observation a transpercé toute ma confusion et ma douleur avec une précision chirurgicale. Il avait raison. Les gens qui défendaient mes parents ne défendaient pas vraiment mes parents. Ils se défendaient eux-mêmes, leur propre complicité, leur propre aveuglement volontaire. Cette prise de conscience a durci quelque chose en moi. J'ai arrêté de lire les messages négatifs. J'ai arrêté d'essayer de convaincre les sceptiques que mon histoire était vraie. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la seule chose que je pouvais contrôler, m'assurer que ma famille ferait face à toutes les conséquences possibles pour ce qu'ils avaient fait. Les accusations de délit de mes parents ont abouti à une probation et à des travaux d'intérêt général, des tapes sur les doigts qui ont à peine été enregistrées comme une punition. Mais la poursuite civile les a frappés beaucoup plus durement. Lorsqu'ils ont accepté de régler pour 1,2 million de dollars, ils ont dû liquider presque tout ce qu'ils possédaient. La maison dans laquelle j'avais grandi a été vendue pour payer le jugement. Les comptes de retraite de mon père ont été décimés. L'héritage de ma mère, l'argent que ses parents avaient travaillé toute leur vie pour lui laisser, est allé dans un fonds en fiducie qui paierait les soins médicaux de ma fille. J'ai ressenti une sombre satisfaction en sachant que chaque séance de thérapie, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque chirurgie de révision de cicatrices serait financée par les personnes qui avaient failli laisser ma fille mourir. Cela semblait juste en quelque sorte, une forme de justice poétique qu'aucun tribunal n'aurait pu ordonner. L'interview au journal a eu lieu 6 mois plus tard, après que le règlement civil ait été finalisé et que l'affaire pénale se soit conclue. Une journaliste nommée Catherine Chen avait suivi l'histoire et m'a contactée pour me demander si j'étais disposée à partager mon point de vue. Patricia m'a conseillé de réfléchir attentivement avant d'accepter. L'exposition publique pourrait inviter à plus de harcèlement que de critiques, et il n'y avait aucune garantie que la couverture serait sympathique. J'y ai réfléchi pendant 1 semaine. J'ai parlé à Derek, qui soutenait toute décision que je prendrais. J'ai parlé à ma thérapeute, la docteure Okonko, qui m'a aidé à examiner mes motivations et à me préparer aux retombées émotionnelles potentielles. Et j'ai parlé à Rosalie, bien qu'elle soit trop jeune pour comprendre. Je l'ai tenue sur mes genoux et j'ai regardé les cicatrices sur ses épaules, visibles au-dessus de l'encolure de son body. Et je me suis demandé quel genre de mère je voulais être. La réponse est venue clairement. Je voulais être la mère qui se battait pour son enfant. La mère qui refusait de laisser les abus être balayés sous le tapis et oubliés. La mère qui s'est levée et a dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà qui l'a fait. Voilà ce qu'ils ont fait pour le couvrir. Alors, j'ai donné l'interview. J'ai tout dit à Catherine Chen, les abus de l'enfance, les décennies de complaisance, l'incident lui-même, le comportement de mes parents par la suite. Je lui ai montré la cicatrice de brûlure sur mon bras et les cicatrices sur le dos de Rosalie.
Je lui ai donné des copies des documents judiciaires et des dossiers médicaux. Je n'ai rien retenu parce que j'en avais fini de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé une seule fois. L'article a été publié un dimanche matin. Le lundi soir, il avait été partagé plus de 2 millions de fois. Non, je ne me sentais pas coupable. Le dernier chapitre de cette histoire s'est déroulé hier. Mes parents, réalisant peut-être qu'ils n'avaient plus rien à perdre, ont intenté une action en justice contre moi pour diffamation. Ils ont dit que l'article de journal contenait de fausses déclarations qui avaient nui à leur réputation. Ils voulaient 3 millions de dollars et des excuses publiques. Patricia m'a averti que le procès était futile, conçu plus pour me harceler que pour réellement gagner quoi que ce soit. Mais elle y a aussi vu une opportunité. Nous avons déposé une demande reconventionnelle pour détresse émotionnelle et procédure abusive, et nous avons exigé que l'affaire soit jugée plutôt que réglée à l'amiable. Nous voulions que tout soit consigné dans les archives publiques. Le procès a duré 2 semaines. L'avocat de mes parents a essayé de me dépeindre comme une fille vindicative cherchant à se venger de sa famille aimante. Notre avocate a présenté des preuves d'un schéma d'abus et de complaisance qui remontait à des décennies. Nous avons fait venir des témoins qui avaient connu notre famille en grandissant, des gens qui avaient vu le comportement de Gwen et la réaction de mes parents. Nous avons fait écouter l'enregistrement du 911 de cette soirée d'octobre, la terreur brute dans ma voix alors que je criais à l'aide pendant que ma mère me disait de me calmer. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Ils ont statué en ma faveur sur la demande reconventionnelle et m'ont accordé 200 000 $ de dommages et intérêts. Plus important encore, ils ont validé publiquement tout ce que j'avais dit sur mes parents dans cet article de journal. Chaque mot que j'avais prononcé sur leur négligence, leur complaisance, leur choix de protéger Gwen plutôt que leur petite fille, tout cela était maintenant une question de dossier juridique. Mes parents sont restés immobiles pendant la lecture du verdict. Ma mère avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans depuis la dernière fois que je l'avais vue. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'il me voyait enfin, qu'il comprenait enfin que je n'allais plus me taire. Rosalie a 3 ans et demi maintenant. Elle a des cicatrices sur le dos et les épaules qui ne disparaîtront jamais complètement. Elle suit une thérapie 2 fois par semaine pour l'aider à traiter le traumatisme dont son petit corps se souvient même si son esprit conscient ne s'en souvient pas. Certaines nuits, elle se réveille en hurlant et Derek ou moi devons la bercer pour la rendormir en lui chuchotant qu'elle est en sécurité, que personne ne lui fera plus jamais de mal. Mais c'est aussi la petite fille la plus brillante, la plus drôle et la plus résiliente que j'ai jamais connue. Elle adore les dinosaures, la couleur violette et inventer des chansons sur ces animaux en peluche. Elle court m'accueillir tous les jours quand je vais la chercher à la maternelle. Et son sourire est si large et si sincère qu'il me fait de nouveau croire aux bonnes choses. Je ne sais pas si ce que j'ai fait à mes parents compte comme une vengeance. C'est peut-être la justice. C'est peut-être simplement les conséquences qui rattrapent enfin des gens qui ont passé leur vie à les éviter. Ce que je sais, c'est que je ne m'excuserai jamais d'avoir protégé mon enfant ou d'avoir refusé de laisser ses agresseurs échapper à leurs responsabilités. À tous ceux qui lisent ceci et qui sont piégés dans une dynamique familiale où le comportement dangereux d'une personne est constamment excusé et soutenu, sachez que vous n'êtes pas fou. Vous ne surréagissez pas. Votre sécurité et celle de vos enfants comptent plus que de maintenir la paix, plus que la loyauté familiale, plus que d'éviter les conversations inconfortables. Partez si vous le pouvez. Protégez-vous et les personnes que vous aimez. Et si les complices de votre vie essaient de vous arrêter, ne les laissez pas faire. C'est la leçon que j'ai apprise à la dure, avec les cicatrices de ma fille comme rappel permanent. Je porterai la culpabilité de ne pas avoir reconnu le danger plus tôt pour le reste de ma vie. Mais je porterai aussi la connaissance que, lorsque cela comptait le plus, j'ai finalement choisi mon enfant plutôt que le dysfonctionnement de ma famille. Rosalie méritait ce choix. Elle méritait une mère qui se battrait pour elle, qui détruirait toutes les relations et brûlerait tous les ponts pour la garder en sécurité. Et elle en a une maintenant. Elle l'aura toujours. Certaines personnes pourraient lire ceci et penser que je suis allée trop loin. Elles pourraient dire que j'aurais dû pardonner à mes parents, que j'aurais dû essayer de réparer la relation au lieu de détruire leur vie. À ces personnes, je n'offre que ceci, imaginez votre enfant dans ce sèche-linge. Imaginez le bruit de la machine en marche.
Imaginez le silence terrifié de votre bébé. Imaginez quelqu'un vous retenant et vous disant de vous calmer. Alors, venez me dire que je suis allée trop loin. J'en ai fini d'être la fille qui se tait pour protéger les sentiments des autres. J'en ai fini de trouver des excuses à des gens qui ont failli tuer mon enfant. Et j'en ai absolument fini de laisser l'héritage d'abus et de déni de ma famille se poursuivre dans une autre génération. Rosalie grandira en sachant qu'elle est aimée, protégée et crue. Elle n'aura jamais à cacher ses cicatrices ou à inventer des histoires sur la façon dont elle les a eues. On ne lui dira jamais que maintenir la paix est plus important que sa sécurité. C'est ma victoire. C'est ma vengeance. Et je le referai sans une seconde d'hésitation. Mise à jour. Merci à tous pour votre soutien massif. J'ai lu chaque commentaire, même si je ne peux pas répondre à tous. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur Derek. Il a été mon rock à travers tout cela et continue d'être le meilleur partenaire et père que je puisse souhaiter. Ses mains ont guéri avec un minimum de cicatrices, bien qu'il ait encore du mal à regarder les sèche-linges sans être angoissé. Nous avons tous les deux suivi une thérapie individuelle et en couple, et cela nous a aidés plus que je ne peux l'exprimer. Pour ceux qui s'interrogent sur le statut actuel de Gwen, elle reste dans une prison d'État et sera éligible à une libération conditionnelle dans 12 ans. J'ai déjà rempli les documents nécessaires pour être informé de toute future audience de libération conditionnelle et pour soumettre une déclaration d'impact de la victime s'opposant à sa libération. Elle ne sortira pas plus tôt si j'ai mon mot à dire. Quant à mes parents, je ne sais sincèrement pas ce qui leur est arrivé après le procès. Nous n'avons eu aucun contact depuis le verdict, et j'ai bloqué leur numéro et leur email il y a des années. Quelqu'un dans les commentaires a mentionné que les registres de propriété montrent qu'ils ont vendu leur maison et déménagé hors de l'État. J'espère que, où qu'ils soient, ils prennent enfin conscience de ce qu'ils ont fait et de qui ils ont protégé à mes dépens. À tous ceux qui ont partagé leurs propres histoires de dysfonctionnement familial et d'abus, je vous vois. Je vous crois. Et je suis tellement désolée pour ce que vous avez enduré. Vous méritez mieux, et il n'est jamais trop tard pour vous choisir et choisir votre sécurité plutôt que des liens familiaux toxiques. Rosalie vient de me demander de venir lui lire une histoire pour s'endormir, alors je me déconnecte. Merci encore de m'avoir permis de partager cela avec vous. Tout écrire a été plus cathartique que je ne l'avais prévu.